Changement de la Constitution ou révision. Ces débats qui jusque-là continuent toujours à faire jaser. La classe politique en ce moment est divisée. Il y a ceux qui prennent déjà leur position, comme le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Pour ce parti, il s'inscrit dans la logique, soit du changement ou de la révision. Et nous recevons pour vous M. Lupsin Mukanza. Bienvenue, M. Lupsin. Merci, M. Jean-David. Bonsoir à vous-même aussi. Bonsoir à tous les téléspectateurs aussi qui nous suivent. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour saluer aussi M. Jean-Marie Gassamba qui nous offre toujours cette opportunité de pouvoir nous exprimer librement à chaque fois qu'il y a des sujets d'actualité qui concernent la bonne marche de notre pays. Alors, vous avez déjà pris votre position, c'est celle de soutenir la révision ou le changement. On aimerait savoir, vous êtes pour le changement ou la révision? La Convention pour la République et la démocratie, la CRD, parti cher à l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a toujours été du côté de la République. C'est depuis toujours. Et l'initiative du changement ou de la révision constitutionnelle, telle que souhaitée par les chefs de l'État, est venue pratiquement rencontrer nos préoccupations. C'est-à-dire que nous avons toujours suggéré qu'il fallait que nous ayons de nouveaux textes qui s'adaptent quand même après avoir acquis la maturité sur le plan de démocratie. Nous avons expérimenté le fonctionnement des institutions, les faillites. Il était quand même nécessaire que nous puissions nous doter d'une nouvelle constitution qui s'adapte aux réalités actuelles, qui va dans le sens d'assouplir même le fonctionnement des institutions de la République. Mais Jean-David, à chaque fois quand on évoque la question du changement ou de la révision constitutionnelle, les gens ont créé une sorte de mythe ou de tabou autour de ça. À telle enseigne qu'on renvoie même la population vers le maintien au pouvoir, le mandat du chef de l'État, il cherche à se maintenir. Là, on occulte les vrais problèmes qui rongent notre société. Non, maintenant, le vrai problème, c'est celui des savoirs. Vous parlez des réalités congolaises. Quelles sont ces réalités congolaises auxquelles on devrait s'adapter pour parler soit de la révision ou changement? Je vais vous donner des exemples, par exemple. Aujourd'hui, après pratiquement 4 législatures, vous-même, vous êtes ici, vous allez constater qu'il y a des institutions qui sont devenues budgétivores et qui ne servent à rien pour la bonne marche du pays. Et 60% du budget national est orienté pratiquement au fonctionnement de ces institutions. Si aujourd'hui le peuple attend un changement, mon prédécesseur ici a évoqué, il est allé même un peu plus loin pour parler du développement à la base. Aujourd'hui, nous décrions Kinshasa est devenu très saturé. Mais comment nous allons repenser les fonctionnements et les développements à la base? Mais c'est d'autant de nouveaux textes qui s'adaptent aux réalités après avoir expérimenté le fonctionnement des institutions. Même quand on évoque l'article 220, les gens parlent, quand on dit 220, ils veulent se maintenir. Mais c'est dans ce même article où on a verrouillé même le régime républicain de l'État, où on a verrouillé même le pluralisme politique. Comment on a verrouillé? C'est-à-dire, dans la Constitution, on parle de la pluralité. Non, on a verrouillé le sens que ce sont des articles qui ne peuvent pas être révisés. Mais à ce jour, si nous devons passer de la forme actuelle de semi-présidentielle, qui a montré pour moi, ça c'était un avis personnel, ses limites, dans ce sens que le pouvoir a toujours été celui qui nomme, c'est celui qui révoque. La constitution de notre pays a été élaborée dans une période post-conflit. Vous pouvez vous imaginer que le président de la République qui nomme un premier ministre, qui nomme un informateur, formateur puis premier ministre, et sur le plan légal soit dépourvu de pouvoir, permettez-moi la tautologie, de pouvoir relever encore de ses fonctions celui qui l'a nommé.
vous allez voir que cette disposition a été prise par ceux qui l'ont conçue dans le sens de conserver même les pouvoirs dans le cadre du partage de butin à cette époque-là. Nous, à ce jour, si on veut, par exemple, déchoir le Premier ministre, c'est tout le gouvernement qui entre dans les régimes des affaires courantes. Mais ici, il faut encore former un nouveau gouvernement. Vous êtes ici. Combien de temps que prend la formation de ce gouvernement? Parce qu'il faut commencer à consulter les états-majors de partis politiques. Cela aussi, il y en a qui campent sur leur position. Du coup, c'est l'État qui est bloqué. Mais si vous allez commencer à analyser des institutions créées par cette même constitution qui consomment pratiquement de l'argent inutilement. C'est ça les réalités congolaises. Les réalités congolaises, c'est la paix dans l'Est. La paix dans l'Est, évidemment, ça fait partie des... C'est l'une des priorités régaliennes de l'État. Alors, si vous n'arrivez pas à donner la paix dans l'Est, la question de l'État... C'est comme si vous avez mis ça dans les oubliettes. Non. Monsieur Jean-David, vous savez que notre pays, à chaque fois, je crois que mon prédécesseur l'a aussi abordé, que la guerre, la convoitise qu'attire la République démocratique du Congo, c'est justement à cause de ces richesses. Mais qu'est-ce que nous devons faire à l'interne? Nous devons nous organiser. Mais peut-être auparavant, les gens n'ont pas pris cette question au sérieux. Et que ceux qui nous agressent ont créé un système de contrôle même de notre appareil sécuritaire. Il y a quelques temps ici, on a dénombré ici plus de 4555 officiers supérieurs étrangers injectés dans notre armée. Les guerres qui se sont succédées ici, les gens pensaient toujours au brassage et mixage. Pourquoi chaque guerre, nous devons toujours aboutir au brassage et mixage de troupes étrangères qui entrent dans notre pays? C'est justement cette stratégie qui a été mise en place pour nous affaiblir militairement. Et ces gens-là sont affectés à l'Est. À chaque fois qu'il y a guerre, ce sont les anciens rebelles qui facilitent l'occupation de certains villages et cités par leurs alliés. Maintenant, ici, au niveau interne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons réfléchir. Comment réfléchir? Aujourd'hui, la guerre, elle coûte énormément sur le plan du budget de l'État. Mais aujourd'hui, on doit se le dire, vous ne pouvez pas faire la guerre et en même temps réussir à 100%. J'ai dit, vous pouvez faire quelque chose, mais réussir à 100% les projets de développement. Alors, vous ne voyez pas qu'il faut d'abord faire tout pour mettre fin à la guerre et puis commencer maintenant à penser à la révision constitutionnelle? Nous sommes sur plusieurs fronts. Quand nous parlons de la Constitution, quand nous parlons de la révision du changement de la Constitution, ça ne signifie pas que l'État s'est arrêté. Le fonctionnement de l'État, non. Les gens continuent à travailler, nous faisons des suggestions. Par exemple, moi je peux vous donner un exemple. Vous voyez la ville de Kinshasa, actuellement comment elle est gérée. Ça, même si vous êtes de la majorité et de l'Union sacrée, vous ne pouvez pas encourager. Mais dans chaque commune où les routes sont complètement délabrées, ils ont des élus provinciaux. Chaque commune a donné des élus et il y en a qui habitent même les communes. Combien de députés provinciaux qui sont passés ici pour interpeller soit le gouverneur, soit les ministres provinciaux, parce que nous n'avons pas toutes les routes ici, il y a des routes qui dépendent, qui sont de moins d'1 kilomètre. Par exemple, chez moi à Lemba, il n'y a plus d'entrée là-bas. Tout est abîmé, mais il y a des élus là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Et pour cette catégorie de gens, l'État débourse le moyen de millions de dollars chaque mois pour leurs émoluments et tout ça. Nous devons revoir ces gens-là, nous devons revoir toute cette situation-là. Oui, mais là, c'est bien. Le problème, c'est est-ce que ça passera? Parce qu'on voit qu'il y a des réticences dans certains caciques de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere et les autres, ils sont en train d'attendre le bon moment pour rebondir. Et je ne suis pas en mesure de parler de la position de certains membres du présidium de l'Union sacrée. Je suis en train de parler de la position de mon parti. Je pense qu'au moment opportun, chaque parti, membre de l'Union sacrée, va se prononcer. Oui, mais la question essentielle, si ça passera ou pas, mais là aussi, il faudrait qu'on se le dise que l'article 218 de la Constitution, qui donne la possibilité de la révision même de cette Constitution, et
il désigne les initiatives, la provenance des initiatives. Ça signifie que le chef de l'État peut prendre cette initiative-là, le gouvernement, la chambre basse et même la population aussi. À ce stade, la décision du changement ou de la révision constitutionnelle ne dépend pas seulement de membres de l'Union sacrée, ça dépend de la vie des uns et des autres. Pratiquement, nous devons parler de la vie des Congolais. Alors maintenant, oui. Alors maintenant, vous, votre parti, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous organisez nous avons depuis quelque temps, à travers notre président national, M. Nicolas Diaoya, qui a organisé d'abord une intervention au cours de laquelle il avait lancé une pétition pour le changement de la Constitution. Et cette pétition-là est en train d'être signée. Et le lundi, c'est lundi courant, nous étions au stade de peloton pour sensibiliser la population parce qu'il était important que nous disions à la population que le débat sur la révision constitutionnelle n'est pas un tabou. Et quand nous parlons du changement de la Constitution, on ne vise pas le mandat du président de la République. Ça, c'est un alibi inventé par l'opposition pour distraire la population. Dit non, quand on parle de la Constitution, c'est fini. En tout cas, non. La Constitution, si je peux dire littéralement, c'est un ensemble de textes juridiques qui organisent le fonctionnement de l'État et même permet la collaboration entre les institutions. Mais si les gens doivent se mettre autour d'une table pour réfléchir, pour doter à cet État-là des textes juridiques qui vont permettre le bon fonctionnement des institutions, cela n'est pas un péché. Comme on veut le présenter maintenant, non, si on parle de la Constitution, ce n'est pas une priorité et tout ça. Si on le fait aujourd'hui et au début du mandat, on dit non, on veut s'éterniser au pouvoir. Si on le faisait aussi à la fin du mandat, il dit non, il a fait ça à la fin pour chercher à se maintenir du pouvoir. Réfléchissons objectivement et proposons des solutions. La Constitution actuelle a beaucoup de lacunes qui bloquent même le fonctionnement des institutions. Nous avons des institutions qui vous bouffent chaque mois des millions de dollars. Et si ces institutions-là sont supprimées et qu'on peut commencer à se concentrer sur le vrai travail pour que le peuple trouve son compte. Nous ne disons pas que maintenant il ne trouve pas son compte, mais nous disons que nous pouvons améliorer par rapport à ce pour rendre un peu souple l'appareil de l'État. Alors maintenant, votre parti, vous faites quoi? Vous organisez des matinées pour sensibiliser? Nous avons demandé à tous nos cadres et militants qui ont déjà commencé en masse à signer la pétition et elle évolue très bien. Le lundi, oui. Et pourquoi il y a cette intolérance? On a vu l'opposition aussi qui sensibilise la population à ne pas donner foi à ça. On a vu comment Délice Sanga a été brutalisé. Je pense que, avant tout, nous sommes dans un État démocratique, mais cela ne nous donne pas aussi la liberté de tout faire. On dit toujours que si vous voulez organiser une manifestation, vous devez au préalable informer. Mais ils sensibilisent? Non, nous sommes dans un régime d'information. Mais ils sont en train de sensibiliser. Lorsque vous aviez organisé votre manifestation. Nous avons écrit formellement, l'autorité a pris acte et il nous a demandé d'organiser notre manifestation. Nous devons que tous aussi se conforment à ça. Vous ne pouvez pas débarquer sur la place publique, commencer à perturber la circulation au nom de la démocratie. Informer l'autorité. L'autorité sait comment il peut prendre des dispositions pour vous encadrer afin que vous continuiez à faire votre travail. C'est ça aussi respecter cette même constitution pour laquelle ici l'opposition se bat. Respecter ce qui est écrit. Donc c'est ça. Donc pour nous, la Convention pour la République démocratique, la CRD, parti cher au président Bosso, nous avons opté pour le changement pour la simple raison que l'actuelle constitution de la République contient beaucoup de lacunes qui ne favorisent pas, qui ne sécurisent même pas l'État congolais. Je peux le dire. Ne sécurise pas l'État congolais. La nation congolaise. Comment ça ne sécurise la nation congolaise. Comment ça? C'est cette constitution qui a dirigé ce pays. On a évoqué ici, par exemple, c'est dans l'article 51 de la Constitution. On parle des tribus et on parle des minorités dans cette même constitution. Au Congo, nous n'avons pas des minorités. Pourquoi on doit parler des tribus au lieu de parler de peuple congolais? C'est ça qui fragilise même l'unité de la nation. Aujourd'hui, si tout le monde pouvait se considérer comme citoyen congolais,
Ça signifie que moi, aujourd'hui, je peux quitter ici pour aller travailler au Kasaï, au Katanga et tout ça. Mais si nous rentrons, nous ramenons le débat autour des tribus, ça sépare davantage les Congolais. Voilà. Il n'y a pas de minorité au Congo. Nous avons des tribus, nous avons des ethnies, 250, 450, qui constituent la population congolaise. Nous devons avoir des textes qui font la promotion de valeurs républicaines, qui parlent des Congolais. Ça signifie que tout le monde doit se sentir comme Congolais. Il n'y a pas un Congolais qui peut être marginalisé et qui doit chercher à être bénéficiaire d'une protection spéciale. Non, ça ce sont des textes pièges qui ont été glissés dans la loi fondamentale de notre pays. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que nous changeons cette constitution. Même l'article 217 qu'on a évoqué, là aussi c'est un peu grave, où on dit le Congo peut prendre des concessions pour céder une partie de sa souveraineté. Là, c'est un droit international. Ce sont des dispositions de droit international. Les gens ont voulu beaucoup plus compliquer pour rien. Là, c'est par rapport à certaines organisations internationales où la RDC adhère. La souveraineté, c'est quoi, monsieur? Mais dès lors que vous adhérez à une organisation internationale, vous cédez une portion de votre souveraineté. Le droit a toujours été interprété. Effectivement. A toujours été interprété. Dès lors que vous accédez, oui. par exemple, à l'Union africaine, vous perdez votre souveraineté. Et ça se fait presque partout. Que ce soit en France, presque partout, c'est la primauté du droit international sur le droit national. Monsieur Jean-David, cette disposition, là, vous faites une interprétation juridique. Mais on peut aussi l'interpréter. C'est pourquoi nous disons que nous devons élaguer des articles pièges qui nous exposent. Mais oui, mais il faut qu'il y ait des gens qui peuvent interpréter cela. C'est pourquoi nous disons que nous pouvons réfléchir autour d'une constitution de notre pays, parce que c'est ça la loi fondamentale de notre pays et il n'y a aucun péché là. Merci beaucoup. On ne peut pas parler, M. Jean-David, de mandat, parce qu'on a évoqué mais c'est ça, mais vous êtes des politiques, les politiques ne font rien pour rien. C'est que ne croyez pas que dans cette révision, si l'UDP s'engage, c'est pour qu'elle soit perdante du tout. Elle s'engage pour que son candidat puisse rester et puis continuer le mandat. Mais si on dit que le compteur à zéro, mais ce compteur à zéro n'est pas seulement un avantage pour l'UDPS. Ce compteur à zéro est aussi avantageux même pour le FCC, parce que ça donne aussi la possibilité que nous n'ayons plus, par exemple, des sénateurs à vie, parce que la constitution ancienne sera abrogée. Merci beaucoup, M. Luxin, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, ça sera la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Bouta, 20h à Ariwara, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.